Nous sommes au début du 19e siècle et au 19e siècle, le monde n'est pas aussi globalisé qu'aujourd'hui. Donc les empires dominent le commerce et au centre de ce commerce, elle est la Chine. La Chine n'est pas faible, elle est immense, organisée et autosuffisante. Elle produit tout ce dont elle a besoin, à savoir la nourriture, le textile, l'artisanat. En soi, elle a tout le savoir-faire nécessaire pour ne dépendre d'aucune puissance extérieure. Ce qui devient intéressant, c'est que l'Angleterre, elle, par contre, elle est fascinée par la Chine. Elle veut le soie, elle veut les porcelaines, mais par-dessus tout, elle veut le thé venant de la Chine. Le problème majeur qui va se poser, c'est que la Chine n'achète absolument rien provenant de l'Angleterre. Et le pourquoi, c'est simplement dû au fait que la Chine considère les produits européens comme étant des produits quasi inutiles, voire même grossiers. Donc, ils se considèrent tout simplement comme étant le centre du monde parce qu'il ne manque absolument de rien. Et les faits accomplis sont là, c'est-à-dire que l'Angleterre importe énormément et la Chine, elle exporte énormément. Ce que l'on constate jusqu'à ce niveau, c'est que l'échange ne se fait que dans un seul sens. Le problème majeur donc ici, ce sera tout simplement un problème d'argent. À cette époque, le commerce international ne fonctionne pas avec des cartes ni même des billets. Il fonctionne avec l'argent métal, c'est-à-dire l'or et l'argent. Étant donné que c'est la Chine qui tient le marché, la Chine va exiger une seule chose sous forme de paiement, l'argent en métal, rien d'autre. Donc, à chaque cargaison de thé, l'Angleterre malheureusement vide ses coffres dans l'optique de pouvoir faire les achats avec la Chine. Donc, année après année, on constate tout simplement que l'argent ne fait que quitter les fonds de l'Angleterre et vont directement à Pékin. L'Empire britannique s'assoit et réfléchit et se rend compte que pour de vrai, cela est une énorme hémorragie économique. Ils se disent, mais perdre son argent, ce n'est pas seulement perdre la richesse. C'est perdre sa capacité à commercer, perdre sa capacité à financer ses armées et par-dessus tout, perdre sa capacité à demeurer une puissance mondiale. C'est à ce moment précis que la stratégie de l'opium va se mettre sur pied. Et c'est à ce niveau-là que va intervenir l'Inde. À cette époque-là, il est important de comprendre que l'Angleterre contrôle l'Inde coloniale. Et dans certaines de ces régions-là, on cultive plusieurs plantes, mais on cultive par-dessus tout une plante qui est très rentable. Cette plante-là, c'est le pavote. C'est dans cette plante-là que l'on tire l'opium. L'opium a déjà une réputation bien précise à ce niveau-là. L'opium apaise, il crée une dépendance. C'est pas tout, c'est que l'opium se revend très très cher. Les Britanniques se disent, si la Chine n'achète absolument rien, il faut tout simplement lui vendre quelque chose qu'elle ne pourra absolument plus refuser. Toutefois, il faut comprendre que l'empereur chinois de cette époque-là a interdit drastiquement l'opium sur le territoire chinois. Parce qu'ils savent que l'opium détruit les familles, la productivité, l'administration et l'armée. Le gouvernement britannique, ayant déjà connaissance de cette mesure qui a été prise par les autorités chinoises, ne va pas faire entrer directement l'opium par la loi, donc par le moyen officiel, mais vont plutôt utiliser simplement le canal officieux. Donc ils vont faire entrer l'opium par la contrebande, par les ports, par les réseaux marchands, par la corruption. Donc des cargaisons vont arriver sur les côtes, par-dessus tout à bas prix, et il y aura une consommation excessive de l'opium dans le pays. Progressivement, l'argent chinois va commencer à répartir, mais répartir cette fois-ci où l'argent va répartir en Angleterre pour équilibrer le marché. La question c'est pourquoi est-ce que la Chine refusait tout simplement l'entrée de l'opium sur son territoire? Elle le refusait tout simplement parce qu'elle savait que l'opium affaiblit le peuple, détruit la discipline et ruine l'état de l'intérieur, mais il était un peu trop tard parce que l'opium était déjà entré sur le marché. À partir de 1839, la Chine essaie de reprendre le contrôle sur cette situation. Elle saisit totalement les cargaisons, elle détruit les stocks, elle fait une arrestation massive des trafiquants. Pour la Chine, c'est une mesure de sécurité, de santé et de défense publique. Pour l'Angleterre, c'est tout simplement une attaque contre ses intérêts économiques. L'Angleterre estime qu'elle ne se bat pas officiellement pour l'opium, mais elle se bat tout simplement pour le libre-échange. Par-dessus tout, pour tout simplement l'équilibre du commerce. Mais en réalité, en analysant bien, c'est tout simplement une guerre. C'est une guerre mise sur pied pour forcer un peuple à consommer. À cette étape précise, une réponse ne saurait tarder. Ainsi, la Chine perd. Lorsque la Chine perd, il y a des conséquences incroyables. Il y a une ouverture forcée des ports, il y a des traités qui sont inégaux, une perte de la souveraineté, mais par-dessus tout, il y a un affaiblissement de l'empire chinois. La Chine, dans cette étape-là, entre tout simplement dans la phase qu'on va appeler le siècle de l'humiliation. Cette histoire n'est pas seulement celle de l'opium, c'est l'histoire d'une vérité universelle. Un peuple ne contrôle ni son commerce, ni sa monnaie, ni son économie, d'autres décideront tout simplement à sa place. L'opium n'était pas une erreur, c'était une stratégie économique. Qu'est-ce que vous en pensez et vos avis comptent?